Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Bienvenue au Café Presse Politique pour la deuxième et dernière partie de notre émission. Nous sommes en direct sur Radio M. Bien sûr, c'est la première émission depuis la constitution du gouvernement de Abdelaziz Djerad. Bon, je vais vous poser la question, comment vous avez réagi à cette... C'est la première émission en français. Oui, en français. Le premier CPP. Comment vous avez réagi et comment vous avez réagi aussi à la nomination du ministre de la Communication, parce que c'est ça qui nous... Enfin, pas qui nous intéresse, mais c'est un peu le ministre tutelle Je fais pas de commentaires. Tu es bloqué sur Twitter, non? Qu'est-ce que vous pensez de Ammar Belhimer, ministre de la Communication? C'est une question sérieuse. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose en tant que journaliste avec ce qu'on veut faire pour la liberté de la presse et les libertés individuelles? Saïd? Moi, j'étais pas surpris. Ouais. Tu es étonné que je sois pas surpris. Il est devenu ministre, il a travaillé pour ça, il faisait partie d'une commission qui a travaillé pour faire passer l'élection présidentielle, et donc il est récompensé, il est à la place à laquelle il attendait, il s'y attendait lui-même aussi, je suppose. Donc pour le reste, moi plutôt quand je vois dans le gouvernement, je vois plutôt la panne du système, c'est-à-dire, et on est toujours en train de chercher dans un vivier asséché une équipe, et ça fait pas équipe, c'est tellement hétéroclite, etc., que voilà, donc. Moi, j'ai pas trop envie enfin, tu étais pas présent, Khaled Rani, mais j'ai clashé Ammar Belhimer ici pour une de ses sorties que j'ai trouvé déplorable, parce qu'il a considéré que ceux qui étaient favorables au processus de transition étaient sur une feuille de route, la feuille de route américaine de Bush sur le nouveau Moyen-Orient. Et ça m'a sorti de mes gants, et j'ai dit ce que je pensais de son attitude. Je demande pas au public de me suivre sur une opinion comme ça. Tout à l'heure, j'ai fait des propositions, j'aimerais bien qu'elles soient débattues sur la constituante, ou sur le fait de proposer un texte constitutionnel qui soit l'émanation du mouvement populaire. Sur Ammar Belhimer, je trouve que c'est anecdotique. Je note juste qu'en 1986-87, nous avons été quelques-uns à lancer le mouvement des journalistes algériens, avec des camarades, moi j'étais d'extrême gauche, des camarades du PAX, Mohamed Ben Chikou, quelqu'un qui était proche, Omar Belhouchat, Abdelrahman Mahmoudi, qui n'était pas au PAX mais qui était dans une organisation un peu semblable. Chacun a suivi sa trajectoire. Ammar Belhimer était plus ou moins dans ce mouvement. Il a la trajectoire que je considère comme étant celle la plus liée au système depuis le début, depuis la négociation avec le gouvernement Hamarouche, etc. C'est quelqu'un qui s'est toujours tenu à la disposition du système à différents moments, qui était toujours dans l'attitude de l'offre de service. Bon, Belchin ne l'a pas écouté comme il fallait, le temps de Zerouane ne l'a pas écouté, le temps de Bouteflika ne l'a pas écouté, mais il a été toujours dans l'offre de service. Et je pense que chacun a sa manière, a son imagination, sa façon de voir comment il peut aider ses idées, son pays, etc. Je crois que celle de Ammar Belhimer est la moins intéressante. Voilà. Et pour ce gouvernement, vous avez été surpris. Il n'y a pas de vice-ministre de la Défense. Est-ce que c'est un indicateur, le fait qu'il n'y ait pas de vice-ministre de la Défense? Qu'est-ce que vous en pensez, Saïd? Disons, après une année de surexposition de l'armée avec Gaïd Salah depuis le 22 février, jamais l'armée n'a été aussi visiblement comme étant la détentrice du pouvoir que sous Gaïd Salah. C'est quasiment une présidence, Gaïd Salah. Et donc, le choix de ne pas être dans le gouvernement peut s'expliquer par une volonté, en fait, de créer un peu de retrait. Pas plus, Ça ne changeait rien à la structure du pouvoir algérien. Et le fait que le ministre de la Justice ne change pas, Maître Benissad? Écoutez, moi je pense que c'est pas important. Moi, ce qui m'importe, c'est de dire à un gouvernement, parce que le gouvernement, il est là pour appliquer, selon la Constitution actuelle, le programme d'un président de la République.
pour peu que le président de la République ait un programme. D'ailleurs, j'ai pas compris, programme du président de la République, le gouvernement prépare un plan d'action, j'arrive pas à trouver exactement la nuance. Mais après, par exemple, pour le ministre de la Défense, ça c'est propre au système autoritaire. Un système démocratique veut qu'un ministre de la Défense soit un ministre civil, un ministre politique. Churchill disait, la guerre est une affaire trop importante pour la confier à des militaires. Et donc, Clémenceau aussi avait. Non, je sais pas si je crois que c'est Churchill qui disait ça. Hein. Et donc, un ministre, pour moi, il est là, c'est une mission précise. Dans le cadre d'un programme, on vient appliquer un programme. Et là, je vois un patchwork avec des parcours différents. Je vous ai dit, je lisais que le gouvernement préparait un plan d'action. Ça veut dire qu'il n'y a pas un programme. On vient appliquer, le ministre de la Justice vient appliquer une politique pénale bien établie dans le comment dirais-je, dans le programme du président de la République. Vous savez, à l'époque, et puis il y a ces dimensions de politique. Ça veut dire qu'un homme politique, pour moi, doit être courageux, doit prendre des décisions politiques. Ça doit tirer vers le haut. Vous savez, Mitterrand en 81, dans son programme, il avait comme conseiller Robert Badinter, maître Robert Badinter, sur la peine de mort. L'opinion publique française était contre la peine de mort, était pour la peine de mort. Et il a quand même pris le risque, donc, de la mettre dans son programme, et c'est ça le courage politique. Lui qui avait signé l'application de l'exécution donc on vient de 1957, quand on est ministre, on vient pour croire d'abord au programme, pour adhérer au programme et pour appliquer ce programme. Après, il y a des systèmes où on ne peut pas être membre du gouvernement sans être élu. Et ça, c'est la solution. Oui. C'est ça qui fait des hommes politiques. Oui, sans avoir déjà été élu. Le fait d'être élu, d'aller vers la population. Et je pense que, normalement, c'est vers ça qu'on doit tendre. Mais vous savez, pour aller dans votre sens, quand on dit un gouvernement élu, ça veut dire qu'après, quand vous êtes élu, vous avez peur des échéances prochaines, c'est-à-dire si vous n'appliquez pas votre programme. Parce que vous êtes comptable devant les électeurs. Alors que maintenant, dans un système, on est comptable devant les gens qui vous nomment. C'est-à-dire les comptes, on les rend aux princes qui vous nomment, aux gens qui vous ont coopté. Donc, il n'y a pas on n'est pas comptable tout simplement devant le peuple. Il faut juste rappeler qu'en 57, François Mitterrand était ministre de la Justice en France et qu'il avait validé les peines de mort contre notamment Ahmed Zabana et les autres. Voilà. Autre précision, c'est qu'il refusait les grâces. Oui. Mais Mitterrand n'était pas président de la République. Après, il était garde de la justice. Mais parce que le gouvernement, moi, je pense qu'il étonne par son aspect pléthorique. On a quand même 39 ministres. Le ministère. Oui, ben voilà, c'est des membres du gouvernement, 39 membres du gouvernement. C'est comme les articles de la Constitution. Il y a une inflation. Et il y a une inflation, effectivement, de ministres. Quand on prend le ministère de la Culture avec 3 têtes. Et quand on prend celui de l'industrie avec 3 ou 4, et ça montre que voilà, on veut recruter quand même quelques individus qui nous ont aidés pendant la campagne, on les casse quelque part. On voit que le ministre de la Justice quand même, il était retenu malgré, ça c'est de l'information, malgré le Tebboune, parce que en pleine campagne, on sort l'affaire de fils de Tebboune. C'était pour un peu c'était lorsqu'il y avait des dissensions au sein du système. On ne sait pas. En tout cas, voilà, c'est à ce moment-là que le fils de Tebboune est convoqué par le juge pour parler du fils de Tebboune en pleine campagne présidentielle de Tebboune. Et on peut sur beaucoup d'autres ministres, on peut en dire beaucoup de choses. Quand on voit le ministre du Commerce, au-delà de ses propos insultants, nauséabonds, insupportables, quand on l'entend parler sur les questions économiques, c'est à se demander, c'est ce qu'on est. Qui ça? Kemal Rezik, ministre du Commerce. Il y a quelqu'un qui a commenté la désignation de Ammar Belhimar en me disant, pour moi, c'est plus intéressant de savoir qui sera à la direction de l'ALAP. Dans le système actuel, plutôt que le ministre. Pour dire, voilà. Ce monsieur-là, qui insulte des Algériens, il a le droit d'être anti-Kabyle, d'insulter les Kabyles, il est libre. Je veux dire, il est libre, il est dans l'insulte. Je m'en fous, à la limite, moi, ça ne me dérange pas. Insulte, mais il est nommé à la tête d'un ministère
quand on entend parler sur l'économie, on se demande si nous sommes un pays sérieux, si nous sommes un État sérieux. Ça veut dire une chose. Il y a eu beaucoup d'amateurisme dans le choix de certains ministres. Il n'y a pas ministres. que, il y a un ministre qui est nommé pour, un secrétaire d'État nommé pour les incubateurs, et lui-même, il a bénéficié d'un projet 11, il a échoué, sa banque le poursuit jusqu'à maintenant. Et il était présent lors du fameux discours de 2012. Absolument. Et donc, on a mis en place une équipe qui ressemble à tout sauf à un gouvernement. C'est-à-dire, on va même pas parler de la cohérence politique de ce gouvernement. Je ne sais pas ce qu'ils sont porteurs. Je ne vais pas juger. Enfin, il peut y avoir peut-être des gens intéressants à l'intérieur, mais quand on les met dans une équipe, il y a une incohérence incroyable. Et ça veut dire du bien de Farhat Aït Ali, c'est ça? Comment tu as deviné? Oui, je savais. Un mot quand même sur le modèle. Le modèle, c'est celui qu'ont décrit nos amis ici. C'est aller chercher un mandat populaire pour être dans l'exécutif, avec un projet d'équipe. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe, et en Tunisie, c'est beaucoup plus important maintenant d'être élu au Parlement que d'être dans le staff du président au Palais de Carthage. Je ne parle pas des modèles parlementaires purs, etc. Donc ce sont des équipes avec des projets et un engagement vis-à-vis de la population qu'il faut tenir. En termes de... Bon, ce modèle, on ne l'a pas. On ne peut pas encore l'avoir, on l'aura peut-être si on négocie bien 2020, un mouvement populaire, etc., si on a de nouvelles institutions. Mais dans un système où il n'y a pas ce modèle, on peut quand même tenter la réforme. C'est supposé être la proposition, l'ambition de ce gouvernement. Mouloud Hamrouche, quand il est arrivé en septembre 89, il n'était pas adossé à une victoire électorale. Mais son gouvernement a été un choc. Il n'y avait pas le ministère des Affaires des anciens Moudjahidines, il n'y avait pas le ministère de la communication. C'était un véritable choc. Il y avait de nouvelles têtes, il y avait une nouvelle orientation, une nouvelle architecture, une nouvelle philosophie. Est-ce qu'il y a ça? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce type-là dans ce gouvernement? Ce gouvernement, dans son architecture, il est archaïque, clientéliste, sans vision, sans boussole. Et pour en revenir à ta question, dans un contexte comme celui-là, quelqu'un qui n'est pas engagé avec un public électoralement en disant si je suis élu, voilà ce que je vais faire, qu'est-ce qui va lui rester? Il va rester ce qu'il a dit, entre autres ici à Radio M. Si je suis ministre de l'Industrie, je supprime l'industrie d'assemblage qui n'est pas une industrie. C'est ce que disait Farhat Aït Ali. On va évaluer son courage, sa capacité de faire ou de ne pas faire. Il n'a pas dit que ça. Il a dit plein d'autres choses. L'administration publique n'était pas une administration avec laquelle on pouvait travailler, qu'il fallait l'envoyer en Patagonie, donc réduire le pouvoir et donc déréguler pour pouvoir permettre aux investisseurs d'investir. Le CNI qui squatte, qui est le lieu où se négocie la rente, que se négocie la corruption, le pot de vin. Le CNI, 5 milliards de dinars d'investissement, ça passe, c'est le CNI, c'est le Premier ministre qui décide si tu as le droit d'investir ou pas, avec un paquet d'avantages, etc. Lui, il est pour que ça soit supprimé. Le 51-49, on n'a pas encore défini quels sont les secteurs stratégiques. Il devrait dire quels sont les secteurs stratégiques. On va évaluer, il est au pied du mur, l'évaluer sur sa capacité à engager ceux qu'il a proposé. La première semaine... Puisqu'il rappelle ce qu'a dit Farhat Aït Ali, moi je rappelle ce qu'a dit Mouloud Hamrouche. Même si je suis élu dans les conditions actuelles, je ne peux rien faire. Ça résume tout à fait de ce que peut faire Farhat Ali et même Tebboune. Une autre indication, et là ça concerne le ministre de la Communication, Ammar Belhimer. Ça va faire maintenant 24 heures qu'on a limogé le DG de la télé et celui de la NEP, on n'a pas trouvé de remplaçant. C'est le même problème que pour le ministre de la Défense, le vice-ministre de la Défense. C'est compliqué. Mais si on n'arrive pas à négocier, parce que c'est là pour lui, même pour nous. Il faut le dire. Non, on va le dire. On est sur Radio 1, on va le dire. Le poste de la télévision, c'est un bras de fer. Il n'y a pas d'Ammar Belhimer. C'est un bras de fer entre la présidence et l'armée. Il y a des moments où c'est la présidence qui avait la main pendant très longtemps. Toufik Khelladi, c'est Saïd Bouteflika. Bon, c'était lui qui tenait. Inflexion, quand Ahmed Gaïd Salah est devenu l'ambition, c'est lui qui a décidé, Nahal Zahari, il a mis. Et aujourd'hui, on ne sait pas qui est le plus dominant, les services. Évidemment, quand on dit l'armée, c'était sous-traité par les services. Après, c'est l'état-major directement. Donc, c'est un poste extrêmement sensible. Plus sensible que celui de ministre de la Communication. Cela dit, constitutionnellement, le DG de la télé est nommé par le président, sur proposition du gouvernement. La première semaine du mois de janvier 2020 ce qui n'est pas normal, a été marquée donc par la formation de ce gouvernement, mais ça a aussi été marqué par la libération de plus de 70 détenus, notamment des détenus d'opinion qui étaient en prison depuis plusieurs mois. On a interprété ça, Maître Benissat, comme la justice du téléphone, mais dans l'autre sens. Malgré cette série de libérations, ça reste un peu triste pour la justice algérienne qu'on puisse aussi emprisonner ou libérer avec une telle facilité, non? Vous savez, après 1988,
le Moudjahid titré les troupes soviétiques quittent l'Afghanistan. Il y a un lecteur qui leur a répondu, il leur a dit, vous ne nous avez jamais dit quand est-ce qu'elles sont rentrées. Parce qu'on était les alliés de nos amis les soviétiques. Et alors, moi, tout simplement, je ne me pose pas ce genre de questions. Pour moi, les gens ont été poursuivis sans fondement. Vous savez, j'ai répertorié à peu près 17 infractions dans le code pénal qui sont des infractions à caractère politique. Pour la plupart, c'est des infractions, c'est pas du système français, c'est du système colonial. Et dans toutes les dictatures, les systèmes autoritaires, il y a ce genre d'infractions. C'est une épée de Damoclès contre les opposants. Et donc, ces gens ont été mis en prison pour des questions d'opinion. C'est des détenus d'opinion. Ils ont été mis en prison. Aujourd'hui, ils ont été libérés. Moi, je ne me pose pas la question comment ils ont été libérés, pourquoi ils ont été libérés. Donc, pour moi, c'est vous savez, il n'y a pas pire que la privation de la liberté. Les gens, moi, je connais des gens, j'ai rendu visite pratiquement à tous les détenus d'opinion. Des gens qui sont fragiles. Et vous leur apportez même des cigarettes. Des gens, oui, tout à fait. Des gens qui sont fragiles. J'ai pas le droit de le dire, et j'ai pas le droit de le faire. Et donc, des gens, vous savez, pour les parents, c'est la douleur, c'est la souffrance, c'est pour pour des gens qui ont laissé leurs enfants, etc. C'est douloureux, c'est de la souffrance, tout ça. Et donc, ils sont libres. On ne peut qu'être satisfait. Maintenant, on demande à ce que les détenus d'opinion, parce que finalement c'est une réparation de l'arbitraire, les remettre en liberté. Et les gens qui sont encore en prison, ils doivent être libérés. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour libérer Karim Tabou? Et après, il faut arrêter la campagne d'arrestation. On ne peut pas en même temps libérer les gens, en même temps poursuivre et continuer à arrêter les gens. Aucune personne ne doit être inquiétée dans ce pays-là, et c'est des gages de garantie pour une Algérie nouvelle. Aucune personne ne doit être arrêtée, inquiétée pour avoir exprimé une opinion. Et là, je vais vous poser une question directe. Mais après, je peux vous dire, parce qu'on parlait tout à l'heure de la Constitution. Mais vous savez, nous sommes dans un système autoritaire. Pourquoi je parlais du code pénal? Le code pénal n'a jamais été tous les pouvoirs qui se sont succédés. Dans le cas de l'alternance, pas l'alternance démocratique, l'alternance clanique. Ils n'ont jamais touché, tout à l'heure disait, la Constitution, il faut encore les textes de loi soient conformes, conformes à la Constitution, soient conformes aux conventions internationales, et puis à les pratiques. Mais dans comment dirais-je, la législation, notamment la législation pénale, parce qu'il s'agit des libertés des gens, on n'a jamais touché ça. Et là, après, il faut aller en profondeur. C'est ça la volonté politique, c'est d'abord de dire voilà, on veut une justice indépendante qui soit effective. Et donc, c'est dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Et pourquoi on dit une justice indépendante? Parce qu'on ne dit pas le pouvoir législatif indépendant, le pouvoir exécutif indépendant. Mais justement, parce que le pouvoir judiciaire, quand il est indépendant, c'est lui le dernier rempart contre les abus et les abus de l'exécutif. Parce que l'État qui est fort, etc., c'est le premier violateur des droits de l'homme. Et donc, il faut une justice. Après, il faut réformer. C'est des garanties statutaires. Bien entendu, c'est un état d'esprit, comme disait Casamayor. C'est d'abord un état d'esprit du magistrat. Parce qu'un magistrat, vous pouvez lui dire, vous êtes indépendant. Il vous dit, non, je veux pas être indépendant. Je veux être un fonctionnaire. Après, il faut aller vers des réformes profondes. C'est pour ça que je vous ai dit, accepter d'être ministre, c'est pour dire pour quelle mission, pour quels objectifs, quel est le programme. Si je suis là pour qu'on me donne des coups de fil pour faire ceci ou cela qui sont contre ma conscience, etc. Ça, c'est ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à une libération prochaine de Karim Tabou, de Fodil Boumela, Sami Blarbi et les autres? On l'espère. De toute manière, ils ont été libérés parce qu'il y a aussi une campagne du Hirak, une campagne médiatique, une campagne des défenseurs des droits de l'homme, etc., pour les libérer. Chaque vendredi, vous entendez les gens demander leur libération. Et je pense que c'est un rapport de force. Il faut continuer.
jusqu'à ce que toutes ces personnes-là soient libérées. J'ai une question directe à vous poser parce qu'il y a eu beaucoup de solidarité avec ces détenus d'opinion. Est-ce qu'on peut mettre Louisa Hanoun dans le cadre de ces détenus d'opinion parce qu'il y a eu une pétition qui appelle à la libération de Karim Tabou, Samir Belabi, Fodi Boumala et Louisa Hanoun? Est-ce qu'on peut aussi la mettre dans cette case? Écoutez, je peux vous le dire doublement en tant que président de la Ligue des droits de l'homme et en tant qu'avocat de Louisa Hanoun. Ah oui. Je vous dis que le dossier... Donc je pose la question à la mauvaise personne. C'est ça. Je vais vous dire, vous savez, on avait posé la question à Dupond-Moretti en lui disant pourquoi vous défendez un négationniste. Il a dit, moi je défends un négationniste, mais je ne défends pas un négationniste, je veux dire, quelqu'un qui nie les fours crématoires. Ouais. Je défends pas, comme disait Vergès, je défends l'homme, je défends pas le crime ou son idéologie. Ouais. Et donc, moi je vous parle en toute objectivité. En tout cas, ce qu'il y a dans le dossier, Louisa Hanoun, elle n'a fait que donner une opinion politique. Voilà. Elle a fait que dire dans le cadre de la crise, voilà, qu'est-ce qu'il faut dire. Elle a dit textuellement aux gens qu'elle a rencontrés, il faut que Bouteflika parte. Et voilà, les gens que je propose, voilà, une période de transition, etc. Voilà. Elle a dit au mauvais endroit avec les mauvaises personnes. Oui, peut-être. Ça, c'est une appréciation politique. Oui, non, je dis pas que c'est une appréciation politique. Non, c'est pour gagner ça, c'était pas bon. Oui, mais c'est une appréciation politique. Mais d'un point de vue légal, est-ce qu'elle a le droit ou pas? Je fais partie du comité pour la libération de Louisa Hanoun. Et j'ai signé ce texte. Voilà, pour qu'on s'entende. Sur le plan, moi je pense sur le plan factuel. Et justement, une justice indépendante, et pourquoi on dit une justice indépendante? Une justice impartiale. Il ne faut pas qu'il y ait des préjugés. Ça veut dire qu'on juge les gens sur des faits et sur des preuves. Il faut qu'on ramène des preuves que c'est un délit, c'est une infraction, etc. Et quand il n'y a pas de preuves, la personne n'a rien à faire. J'ai une dernière question avant de clore le café presse politique. Est-ce que la situation... est un détenu politique, c'est ça? Non, je n'irai pas jusque là. Vous n'êtes pas l'avocat de M. Lacaze, non. Une question d'ordre international et même régional. Est-ce que la situation à nos frontières vous inquiète aujourd'hui? Est-ce que nous devrions nous inquiéter de ce qui se passe aujourd'hui en Libye, de ce qui se passe notamment en Irak et en Iran? Sommes-nous aussi concernés par ça? Et on se retrouve pour la troisième partie du CTP dans un moment. Rapidement avec vous, Saïd Jafassi. Bien sûr qu'on est concerné, mais ce qu'il faut quand même remarteler, c'est qu'il ne faut pas que ça serve d'argument pour dire au Hirak, rentrez chez vous. Non. Oui. C'est parce que je suppose que c'est ça ta question. On est concerné. Ce qui arrive en Tunisie, au Maroc, en Libye, au Mali, nous concerne. C'est normal. Mais que ça soit utilisé comme argument, oh là là, attention, voilà, comme si Haftar est une menace. Haftar n'est pas une menace pour l'armée algérienne, hein. L'armée algérienne peut le traiter rapidement. Donc, on doit s'intéresser, mais il ne faut pas que ça serve d'argument à ce que les Algériens renoncent à leurs revendications politiques fondamentales, celles qu'ils posent depuis le 22 février. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été présent à ce café presse politique. Nous avons déjà dépassé le temps. Merci beaucoup d'être venu, Nordine Ben Saad. Merci Ersan Qadi, merci Hassan Wali, merci Saïd Jafar. Merci à vous tous. On se retrouve mercredi prochain et retrouvez aussi toutes les émissions sur notre site radio-m.info, sur les chaînes YouTube, SoundCloud, Google Podcast et Apple Podcast et sur les réseaux sociaux évidemment, Facebook, Twitter et Instagram. À mercredi prochain. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.